Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour reprendre la lecture ensemble des nouvelles d'Alfred de Musset que j'ai commencé précédemment et donc que nous allons reprendre ensemble une nouvelle très intéressante qui s'intitule Frédéric et Bernerette. Voilà, alors quelques mots rapides sur l'auteur avant de reprendre la lecture donc de cette nouvelle. Donc, Alfred de Musset, vous le connaissez sûrement, est un poète et dramaturge français de la période romantique qui est né en 1810 à Paris et qui est mort en mai 1857 à Paris aussi. Il était un brillant lycéen et pendant ses études, il s'est intéressé à la médecine et au droit, mais il a rapidement arrêté ses études pour se consacrer à la littérature, notamment autour des années 1828-1829. Et il a publié en 1829 son premier recueil poétique à l'âge de 19 ans, donc très tôt, qui s'intitule « Les contes d'Espagne et d'Italie ». Il a par la suite donc écrit de nombreux ouvrages, dont Lorenzatio, qui est son chef-d'œuvre qu'il a publié en 1834, et aussi Fantasio et On ne badine pas avec l'amour. Voilà, donc pendant cette période où il a écrit de nombreux ouvrages, il a à côté de ça vécu une vie assez de débauche, et donc ce qui l'a conduit vers ses 30 ans à devenir dépressif et alcoolique, et donc à produire de moins en moins de livres et d'ouvrages. Mais néanmoins, il a quand même reçu la Légion d'honneur en 1845 et été élu à l'Académie française en 1852. Donc son œuvre a été quand même largement reconnue. Et aujourd'hui encore, il est considéré comme l'un des grands écrivains romantiques français et dont on reconnaît la sensibilité extrême et la pureté et en même temps l'exaltation à l'amour est une expression sincère de la douleur et de la débauche qu'il a lui-même connue. Donc voilà, donc ce soir nous allons passer la soirée avec donc ces nouvelles, les nouvelles d'Alfred de Musset et notamment donc la nouvelle que je m'apprête à reprendre qui s'intitule Frédéric et Bernerette. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et aussi je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Voilà, vous le connaissez par cœur et vous savez que vous pouvez toujours interagir avec nous grâce à ce hashtag et à nous suggérer, à nous écrire ce que vous avez envie de nous écrire et nous suggérer des livres que vous aimeriez qu'on lise même dans l'émission. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et donc je reprends la lecture. L'époque approchait cependant où il fallait imprimer la thèse. Il fut achevé à la hâte et n'en valut pas moins pour cela. Frédéric fut reçu avocat. Il adressa à Besançon plusieurs exemplaires de sa dissertation, accompagnés de son diplôme. Son père répondit à cette heureuse nouvelle par l'envoi d'une somme beaucoup plus considérable qu'il n'était nécessaire pour payer les frais de retour au pays. La joie paternelle vint donc ainsi, sans le savoir, au secours de l'amour. Frédéric put rendre à son ami l'argent que celui-ci lui avait prêté et le convaincre de l'inutilité de ses remontrances. Il voulut faire un cadeau à Bernerette, mais elle le refusa. « Fais-moi cadeau d'un souper, lui dit-elle. Tout ce que je veux de toi, c'est toi. » Avec un caractère aussi gai que celui de cette jeune fille, dès qu'elle avait le moindre chagrin, il était facile de s'en apercevoir. Frédéric la trouva triste un jour et lui en demanda la raison. Après quelques hésitations, elle tira de sa poche une lettre. « C'est une lettre anonyme, dit-elle. Le jeune homme qui demeure avec moi l'a reçue hier et me l'a donnée en me disant qu'il n'ajoutait aucune fois à des accusations non signées. Qui a écrit cela? Je l'ignore. L'orthographe est aussi mauvaise que le style, mais ce n'en est pas moins dangereux pour moi. On me dénonce comme une fille perdue et on va jusqu'à préciser le jour et l'heure de nos derniers rendez-vous. Il faut que ce soit quelqu'un de la maison, une portière ou une femme de chambre. Je ne sais que faire ni comment me préserver du péril qui me menace. » « Quel péril ?» demanda Frédéric. « Je crois, dit en riant Bernerette, qu'il n'y va pas moins que de ma vie. J'ai affaire à un homme d'un caractère très violent, et s'il savait que je le trompe, il serait très capable de me tuer. » Frédéric relut en vain la lettre et l'examina de 100 façons. Il ne put reconnaître l'écriture. Il rentra chez lui fort inquiet et résolu de ne pas voir Bernerette de quelques jours, mais il reçut bientôt d'elle un billet. « Il sait tout, écrivait-elle.
Je ne sais qui a parlé. Je crois que c'est la portière. Il ira vous voir. Il veut se battre avec vous. Je n'ai pas la force d'en dire davantage. Je suis plus morte que vive. » Frédéric passa la journée entière dans sa chambre. Il s'attendait à la visite de son rival, ou du moins à une provocation. Il fut surpris de ne recevoir ni l'une ni l'autre. Le lendemain et pendant les 8 jours suivants, même silence. Il apprit enfin que Monsieur de N, l'amant de Bernerette, avait eu avec elle une explication, à la suite de laquelle celle-ci avait quitté la maison et s'était sauvée chez sa mère. Resté seul et désolé de la perte d'une maîtresse qu'il aimait éperdument, le jeune homme était sorti un matin et n'avait plus reparu. Au bout de 4 jours, ne le voyant pas revenir, on avait fait ouvrir la porte de son appartement. Il avait laissé sur sa table une lettre qui annonçait son fatal dessein. Ce ne fut qu'une semaine plus tard, on trouva dans la forêt de Meudon les restes de cet infortuné. Chapitre 3. L'impression que ressentit Frédéric à la nouvelle de ce suicide fut profonde. Bien qu'il ne connût pas ce jeune homme et qu'il ne lui ait jamais adressé la parole, il savait son nom, qui était celui d'une famille illustre. Il vit arriver les parents, les frères en deuil, et il sut les tristes détails des recherches auxquelles on avait été obligé de se livrer pour découvrir le mort. Les scellés furent mis. Bientôt après, les tapissiers enlevèrent les meubles. La fenêtre auprès de laquelle travaillait Bernerette resta ouverte et ne nous montra plus que les murs d'un appartement désert. On éprouve de remords que lorsqu'on est coupable. Et Frédéric n'avait aucun reproche sérieux à se faire, puisqu'il n'avait trompé personne, et qu'il n'avait même jamais su clairement où en étaient les choses entre la grisette et son amant. Mais il se sentait pénétré d'horreur en se voyant la cause involontaire d'une fatalité si cruelle. « Que n'est-il venu me trouver ?» se disait-il. « Que n'a-t-il tourné contre moi l'arme dont il a fait un si funeste usage ? Je ne sais comment j'aurais agi, ni ce qui se serait passé, mais mon cœur me dit qu'il ne serait pas arrivé un tel malheur. Que n'ai-je appris seulement qu'il l'aimait à ce point, que n'ai-je été témoin de sa douleur ? Qui sait ? Je serais peut-être partie, je l'aurais peut-être convaincu, guéri, ramené à la maison par des paroles franches et amicales. Dans tous les cas, il vivait encore, et j'aimerais mieux qu'il m'eût cassé le bras que de penser qu'en se donnant la mort, il a peut-être prononcé mon nom. Au milieu de ces tristes réflexions, arriva une lettre de Bernerette. Elle était malade et gardait le lit. Dans ses dernières scènes avec elle, Monsieur de N l'avait frappée et elle avait fait une chute dangereuse. Frédéric sortit pour aller la voir, mais elle n'en eut pas le courage. En la gardant pour maîtresse, il lui semblait commettre un meurtre. Il se décida à partir. Après avoir mis ordre à ses affaires, il envoya à la pauvre fille ce dont il put disposer, lui promit de ne pas l'abandonner si elle tombait dans la misère. Puis, il retourna à Besançon. Son arrivée fut, comme on peut penser, un jour de fête pour sa famille. On le félicita sur son nouveau titre, on l'accabla de questions sur son séjour à Paris. Son père le conduisit avec orgueil chez toutes les personnes de distinction de la ville. Bientôt, on lui fit part d'un projet conçu pendant son absence. On avait pensé à le marier. Et on lui proposa la main d'une jeune et jolie personne dont la fortune était honorable. Il ne refusa ni n'accepta. Il avait dans l'âme une tristesse que rien ne pouvait surmonter. Il se laissa mener partout où l'on voulut, répondit de son mieux à ceux qui l'interrogeaient, et s'efforça même de faire la cour à sa prétendue. Mais c'était sans plaisir et presque malgré lui qu'il s'acquittait de ses devoirs. Non que Bernerette lui fût assez chère pour le faire renoncer à un mariage avantageux, mais les dernières circonstances avaient agi sur lui trop fortement pour qu'il pût s'en remettre si vite. Dans un cœur troublé par le souvenir, il n'y a pas de place pour l'espérance. Ces deux sentiments, dans leurs extrêmes vivacités, s'excluent l'un de l'autre. Ce n'est qu'en s'affaiblissant qu'ils se concilient, s'adoucissent et finissent par s'appeler mutuellement. La jeune personne dont il s'agissait avait un caractère très mélancolique. Elle n'éprouvait pour Frédéric ni sympathie ni répugnance. C'était comme lui par obéissance qu'elle se prêtait au projet de ses parents. Grâce à la facilité
qu'on leur laissait de causer ensemble, ils s'aperçurent tous deux de la vérité. Ils sentirent que l'amour ne leur venait pas et l'amitié leur vint sans effort. Un jour que les deux familles réunies avaient fait une partie de campagne, Frédéric, au retour, donna le bras à sa future. Elle lui demanda s'il n'avait pas laissé à Paris quelque affection et il lui conta son histoire. Elle commença par la trouver plaisante et par la traiter de bagatelle. Frédéric n'en parlait pas non plus autrement que comme d'une folie sans importance, mais la fin du récit parut sérieuse à mademoiselle Dracy. C'était le nom de la jeune personne. « Grand Dieu, dit-elle, c'est bien cruel. Je comprends ce qui s'est passé en vous, et je vous en estime davantage. Mais vous n'êtes pas coupable. Laissez faire le temps. Vos parents sont aussi pressés sans doute que les miens de conclure le mariage qu'ils ont en tête. Fiez-vous à moi. Je vous épargnerai le plus d'ennuis possible, et en tout cas, la peine d'un refus. » Ils se séparèrent sur ces mots. Frédéric soupçonna que mademoiselle Dracy avait de son côté une confidence à lui faire. Il ne se trompait pas. Elle aimait un jeune officier sans fortune qui avait demandé sa main et qui avait été repoussé par la famille. Elle fit preuve de franchise à son tour, et Frédéric lui jura qu'elle n'en ferait pas repentir. Il s'établit entre eux une convention tacite de résister à leurs parents, tout en paraissant se soumettre à leur volonté. On les voyait sans cesse, l'un près de l'autre, dansant ensemble au bal, causant au salon, marchant à l'écart à la promenade, mais après s'être comportés toute une journée comme deux amants, ils se serraient la main, en se quittant et se répétant chaque soir qu'ils ne deviendraient jamais époux. De pareilles situations sont très dangereuses. Elles ont un charme qui entraîne et le cœur s'y livre avec confiance. Mais l'amour est une divinité jalouse qui s'irrite dès qu'on cesse de la craindre. Et on aime quelquefois seulement parce qu'on a promis de ne pas aimer. Au bout de quelque temps, Frédéric avait recouvré sa gaieté. Il se disait qu'après tout, ce n'était pas sa faute si une légère intrigue avait eu un dénouement sinistre, que tout autre à sa place eût agi comme lui, et qu'enfin il faut oublier ce qu'il est impossible de réparer. Il commença à trouver du plaisir à voir tous les jours mademoiselle Dracy. Elle lui parut plus belle qu'au premier abord. Il ne changea pas de conduite auprès d'elle, mais il mit peu à peu, dans ses discours et dans ses protestations d'amitié, une chaleur à laquelle on ne pouvait se méprendre. Aussi, la jeune personne ne s'y méprit-elle pas. L'instinct féminin l'avertit promptement de ce qui se passait dans le cœur de Frédéric. Elle en fut flattée, presque touchée. Mais soit qu'elle fût plus constante que lui, soit qu'elle ne voulut pas revenir sur sa parole, elle prit la détermination de rompre entièrement avec lui et de lui ôter toute espérance. Il fallait attendre pour cela qu'il s'expliquât plus clairement et l'occasion s'en présenta bientôt. Un soir que Frédéric s'était montré plus enjoué qu'à l'ordinaire, mademoiselle Darcy, pendant qu'on prenait le thé, alla s'asseoir dans une petite pièce reculée. Une certaine disposition romanesque, qui est souvent naturelle aux femmes, prêtait ce jour-là à son regard et à sa parole un attrait indéfinissable. Sans se rendre compte de ce qu'elle éprouvait, elle se sentait la faculté de produire une impression violente, et elle cédait à la tentation d'user de cette puissance. Dut-elle en souffrir elle-même? Frédéric l'avait vue sortir, il la suivit, s'approcha et après quelques mots sur l'air de tristesse qu'il remarquait en elle. « Eh bien, mademoiselle, lui dit-il, pensez-vous que le jour approche où il faudra vous déclarer d'une manière positive? Avez-vous trouvé quelques moyens d'éluder cette nécessité? Je viens vous consulter là-dessus. Mon père me questionne sans cesse et je ne sais plus que lui répondre. Que puis-je objecter contre cette alliance et comment dire que je ne veux pas de vous? Si je feins de vous tromper trop peu de beauté, de sagesse ou d'esprit, personne ne voudra me croire. Il faut donc que je dise que j'en aime une autre, et plus nous tarderons, plus je mentirai en le disant. Comment pourrait-il en être autrement? Puis-je impunément vous voir sans cesse? L'image d'une personne absente peut-elle devant vous ne pas s'effacer? Apprenez-moi donc ce qu'il me faut répondre et ce que vous pensez vous-même. Vos intentions n'ont-elles pas changé? Laisserez-vous votre jeunesse se consumer dans la solitude? Resterez-vous fidèle à un souvenir et ce souvenir vous suffira-t-il? Si j'en juge d'après moi, j'avoue que je ne puis le croire, car je sens que c'est se tromper que de résister à son propre cœur et à la destinée commune qui veut qu'on oublie et qu'on aime.
Je tiendrai ma parole si vous l'ordonnez, mais je ne puis m'empêcher de vous dire que cette obéissance me sera cruelle. Sachez donc que maintenant, c'est de vous seul que dépend notre avenir et prononcez. Je ne suis pas surprise de ce que vous dites, répondit mademoiselle Darcy. C'est là le langage de tous les hommes. Pour eux, le moment présent est tout, et ils sacrifieraient leur vie entière à la tentation de faire un compliment. Les femmes ont aussi de tentations de ce genre, mais la différence est qu'elles y résistent. J'ai eu tort de me fier à vous et il est juste que j'en porte la peine. Mais quand mon refus devrait vous blesser et m'attirer votre ressentiment, vous apprendrez de moi une chose dont plus tard vous sentirez la vérité. C'est qu'on n'aime qu'une fois dans la vie, quand on est capable d'aimer. Les inconstants n'aiment pas, ils jouent avec le cœur. Je sais que pour le mariage, on dit que l'amitié suffit. C'est possible dans certains cas, mais comment serait-ce possible pour nous puisque vous savez que j'ai de l'amour pour quelqu'un? En supposant que vous abusiez aujourd'hui de ma confiance pour me déterminer à vous épouser, que ferez-vous de ce secret quand je serai votre femme? Ne serait-ce pas assez pour nous rendre à tous deux le bonheur impossible? Je veux croire que vos amours parisiennes ne sont qu'une folie de jeune homme. Pensez-vous qu'elle m'ait donné bonne opinion de votre cœur et qu'il me soit indifférent de vous connaître d'un caractère aussi frivole? Croyez-moi, Frédéric, ajouta-t-elle en prenant la main du jeune homme. Croyez-moi, vous aimerez un jour. Et ce jour-là, si vous vous souvenez de moi, vous aurez peut-être quelque estime pour celle qui a osé vous parler ainsi. Vous saurez alors ce que c'est que l'amour. Mademoiselle Darcy se leva à ces paroles et sortit. Elle avait vu le trouble de Frédéric et l'effet que son discours produisait sur lui. Elle le laissa plein de tristesse. Le pauvre garçon était trop inexpérimenté pour supposer que, dans une déclaration aussi formelle, il pût y avoir de la coquetterie. Et qu'il ne connaissait pas les mobiles étranges qui gouvernent quelquefois les actions des femmes, il ne savait pas celle qui veut réellement refuser se contente de dire non et que celle qui s'explique veut être convaincue. Quoi qu'il en soit, cette conversation eut sur lui la plus fâcheuse influence. Au lieu de chercher à persuader mademoiselle Darcy, il évita, les jours suivants, toute occasion de lui parler seul à seul. Trop fière pour se repentir, elle le laissa s'éloigner en silence. Il alla trouver son père et lui parla de la nécessité de faire son stage. Quant au mariage, ce fut mademoiselle Darcy qui se chargea de répondre la première. Elle n'osa refuser tout à fait, de peur d'irriter sa famille, mais elle demanda qu'on lui donnât le temps de réfléchir et elle obtint qu'on la laisserait tranquille pendant 1 an. Frédéric se disposa donc à retourner à Paris. On augmenta un peu sa pension et il quitta Besançon plus triste encore qu'il n'y était venu. Le souvenir de son dernier entretien avec mademoiselle Darcy le poursuivait comme un présage funeste, et tandis que la malle poste l'emportait loin de son pays, il se répétait tout bas « Vous saurez ce que c'est que l'amour ». Chapitre 4. Il ne se logea point cette fois dans le quartier latin. Il avait affaire au palais de justice et il prit une chambre près du quai aux Fleurs. À peine arrivé, il reçut la visite de son ami Gérard. Celui-ci, pendant l'absence de Frédéric, avait fait un héritage considérable. La mort d'un vieil oncle l'avait rendu riche. Il avait un appartement dans la chaussée d'Antin, un cabriolet et des chevaux. Il entretenait en outre une jolie maîtresse. Il voyait beaucoup de jeunes gens. On jouait chez lui toute la journée, et quelquefois toute la nuit. Il courait les bals, les spectacles, les promenades. En un mot, de modeste étudiant, il était devenu un jeune homme à la mode. Sans abandonner ses études, Frédéric fut entraîné dans le tourbillon qui environnait son ami. Il y apprit bientôt à mépriser ses anciens plaisirs de la chaumière. Ce n'est pas là qu'on irait montrer ce qu'on appelle la jeunesse dorée. C'est souvent en moins bonne compagnie, mais peu importe. Il suffit de l'usage et il est plus noble de se divertir chez Mussard avec la canaille qu'au boulevard Neuf avec d'honnêtes gens. Gérard n'était pas d'une partie qu'il ne voulut y emmener Frédéric. Celui-ci résistait le plus fort possible et finissait par se laisser conduire. Il fit donc connaissance avec un monde qui lui était inconnu. Il vit de près des actrices, des danseuses, et l'approche de ces divinités est d'un effet immense sur un provincial. Il se lia avec des joueurs, des étourdis,
des gens qui parlaient en souriant de 200 louis qu'ils avaient perdus la veille. Il lui arriva de passer la nuit avec eux, et il les vit, le jour venu, après 12 heures employées à boire et à remuer des cartes, se demander en faisant leur toilette quel serait le plaisir de leur journée. Il fut invité à des soupers où chacun avait à ses côtés une femme à soi appartenant à laquelle on ne disait mot et qu'on emmenait en sortant, comme on prend sa canne et son chapeau. Bref, il assista à tous les travers et tous les plaisirs de cette vie légère, insouciante, à l'abri de la tristesse que mènent seuls quelques élus qui ne semblent appartenir que par la jouissance au reste de la race humaine. Il commença par s'en trouver bien, en ce qu'il perdit toute humeur chagrine et tout souvenir importun. Et en effet, il n'y a pas moyen dans une sphère pareille d'être seulement préoccupé. Il faut se divertir ou s'en aller. Mais Frédéric se fit tort en même temps, en ce qu'il perdit la réflexion et ses habitudes d'ordre, la suprême sauvegarde. Il n'avait pas de quoi jouer longtemps et il joua. Son malheur voulut qu'il commençât par gagner, et sur son gain, il eut de quoi perdre. Il était habillé par un vieux tailleur de Besançon qui, depuis nombre d'années, servait sa famille. Il lui écrivait qu'il ne voulait plus de ses habits et il prit un tailleur à la mode. Il n'en eut bientôt plus le temps d'aller au palais. Comment l'aurait-il eu avec des jeunes gens qui, dans leur désœuvrement affairé, n'ont pas le loisir de lire un journal? Il faisait donc son stage sur le boulevard, il dînait au café, allait au bois, avait de beaux habits et de l'or dans ses poches. Il ne lui manquait qu'un cheval et une maîtresse pour un dandy accompli. Ce n'est pas peu dire, il est vrai. Au temps passé, un homme n'était un homme et ne vivait réellement qu'à la condition de posséder 3 choses. Un cheval, une femme et une épée. Notre siècle prosaïque et pusillanime a d'abord de ces 3 amis retranché le plus noble, le plus sûr, le plus inséparable de l'homme de cœur. Personne n'a plus d'épée au côté, mais hélas, peu de gens ont un cheval. Il y en a qui se vantent de vivre sans maîtresse. Un jour que Frédéric avait des dettes urgentes à payer, il s'était vu forcé de faire quelques démarches auprès de ses compagnons de plaisir qui n'avaient pu l'obliger. Il obtint enfin, sur son billet, 3000 francs d'un banquier qui connaissait son père. Lorsqu'il eut cette somme dans sa poche, se sentant joyeux et tranquille après beaucoup d'agitation, il fit un tour de boulevard avant de rentrer chez lui. Comme il passait au coin de la rue de la Paix pour s'en revenir par les Tuileries, une femme qui donnait le bras à un jeune homme se mit à rire en le voyant. C'était Bernerette. Il s'arrêta et la suivit des yeux. De son côté, elle tourna plusieurs fois la tête, il changea de route sans trop savoir pourquoi et s'enfuit au café de Paris. Il s'était promené 1 heure et il montait pour aller dîner, quand Bernerette passa de nouveau. Elle était seule, il l'aborda et lui demanda si elle voulait venir dîner avec lui. Elle accepta et prit son bras, mais elle le prit de la mener chez un traiteur moins en évidence. « Allons au cabaret, dit-elle gaiement. Je n'aime pas à dîner dans la rue. » Ils montèrent en fiacre et comme autrefois, ils s'étaient donné 1000 baisers avant de se demander de leurs nouvelles. Le tête-à-tête fut joyeux et les tristes souvenirs en furent bannis. Bernerette se plaignit cependant que Frédéric ne fût pas venu la voir, mais il se contenta de lui répondre qu'elle devait bien savoir pourquoi. Elle le fut aussitôt dans les yeux de son amant et comprit qu'il fallait se taire. Assis près d'un bon feu, comme au premier jour, ils ne songèrent qu'à jouir en liberté de l'heureuse rencontre qu'ils devaient au hasard. Et voilà, c'est ainsi que s'achève pour ce soir notre lecture ensemble. J'espère que vous avez apprécié la suite des aventures de Frédéric et Bernerette. Je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et je vous dis à très très bientôt.